Aujourd'hui, vous allez entendre un discours que les grands médias ne vous montrent jamais. Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, expose sans détour ce que l'Occident refuse d'admettre. La situation en Ukraine, les attaques contre les civils russes, les violations d'accords pourtant soutenus par les États-Unis eux-mêmes. Ce que vous allez découvrir remet profondément en question la version officielle que l'on vous présente quotidiennement. Écoutez attentivement chaque mot, chaque détail. À la fin de cette vidéo, je vous poserai une question essentielle. Qui, selon vous, aujourd'hui, veut réellement la paix? Votre avis est crucial. Partagez-le dans les commentaires. Maintenant, place à la vérité brute. Bonjour à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue au ministère des Affaires étrangères, au centre de presse. Nous commençons notre traditionnel briefing hebdomadaire. Nous débutons par le programme du ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov. Les 17 et 18 avril, le chef de la diplomatie iranienne sera en visite de travail à Moscou. Il aura des entretiens avec son homologue russe. Les ministres poursuivront un échange approfondi de vues sur les questions internationales et régionales actuelles, notamment la situation autour du plan d'action global commun sur le programme nucléaire iranien, ainsi que les affaires en Syrie, dans le Caucase du Sud et dans la région de la mer Caspienne. Ils discuteront également des aspects pratiques du renforcement de la coordination dans les organisations internationales, notamment à l'ONU, à l'OCS et au BRIC. En vue de la 18e session de la Commission permanente russo-iranienne pour la coopération économique et commerciale, prévue du 23 au 25 avril à Moscou, une attention particulière sera portée à l'examen global des échanges commerciaux et de la mise en œuvre de projets conjoints dans les secteurs du transport et de l'énergie. Le 21 avril, le ministre des Affaires étrangères de Russie, Sergueï Lavrov, participera également à une rencontre entre la direction du groupe de vision stratégique, Russie, monde islamique, et les ambassadeurs des États membres de l'Organisation de la coopération islamique accréditée à Moscou. Lors de cet événement, le président du groupe de vision stratégique, Russie, monde islamique, et chef de la République du Tatarstan, Rustam Minikhanov, informera les ambassadeurs des résultats du travail du groupe en 2024 et des perspectives futures, notamment en vue de sa prochaine réunion sous le slogan « L'expérience de la Russie et des pays du monde islamique en matière de politique de la jeunesse, défis communs, actions conjointes ». Je rappelle que cet événement est prévu les 15 à 16 mai à Kazan, dans le cadre du Forum économique international, Russie, monde islamique, Kazan Forum 25. En général, ce forum, Kazan Forum, se tiendra du 13 au 18 mai. Seront invités des représentants des autorités fédérales et régionales russes, des associations religieuses, du monde académique, des milieux d'affaires et des médias. Le 21 avril, Sergueï Lavrov rencontrera également la vice-première ministre de la République démocratique populaire du Laos, en visite de travail en Russie. Ils discuteront de l'état et des perspectives du développement global des relations bilatérales, échangeront sur les moyens d'approfondir le dialogue politique, d'élargir la coopération économique et commerciale, ainsi que les contacts culturels et éducatifs. Du 22 au 23 avril, Sergueï Lavrov effectuera une visite officielle en Ouzbékistan. À Tachkent, sont prévus des entretiens avec le président de la République d'Ouzbékistan ainsi que des discussions approfondies avec son homologue ouzbek. L'attention principale sera portée au développement du partenariat stratégique et de l'alliance bilatérale, notamment à travers la mise en œuvre des accords issus de la visite d'État du président Vladimir Poutine en Ouzbékistan en mai 2024. Les parties discuteront aussi des sujets internationaux d'intérêt commun, des questions de sécurité régionale, ainsi que de la coopération dans les formats de la CEI, de l'OCS, et dans l'axe Asie centrale-Russie. À l'ordre du jour figurent aussi les processus d'intégration eurasienne, compte tenu du statut d'observateur de l'Ouzbékistan auprès de l'Union économique eurasiatique, UEA. L'une des questions clés sera la préparation aux célébrations du 80e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique.
Le ministre visitera également le complexe commémoratif Parc de la Victoire à Tachkent. Parmi les moments forts du programme figure aussi un discours de Sergueï Lavrov devant le corps professoral et les étudiants de l'Université d'économie mondiale et de diplomatie relevant du ministère des Affaires étrangères d'Ouzbékistan. Cette visite vise à donner un nouvel élan au renforcement des relations bilatérales et à la coordination du travail entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays. Passons maintenant à l'actualité internationale concernant la situation autour de l'Ukraine. Une fois de plus, nous constatons que le régime de Kiev ne respecte pas le moratoire de 30 jours sur les frappes contre le complexe énergétique. Vous le voyez dans les nouvelles, le régime de Kiev continue d'ignorer de manière flagrante le moratoire de 30 jours sur les frappes contre les infrastructures énergétiques, convenu le 18 mars par les présidents de la Russie et des États-Unis, soit dit en passant, soutenu par Zelensky. L'armée ukrainienne, AFU, mène presque quotidiennement des attaques de drones contre le complexe énergétique russe. Depuis la déclaration de cette trêve énergétique, plus de 80 attaques ont été enregistrées de la part du régime de Kiev. Dans la nuit du 8 au 9 avril, 8 drones ukrainiens ont attaqué la station de compression de Koronevskaya dans le kraï de Krasnodar, un site énergétique international crucial qui alimente le gazoduc Turkstream. Sa capacité est de 31,5 milliards de mètres cubes de gaz par an. Tous les drones ont été abattus par les moyens de défense aérienne, mais le fait même d'une attaque planifiée est révélateur. Le 9 avril, 2 drones ukrainiens ont attaqué la station de distribution de gaz de Taryuk, responsable de l'approvisionnement en gaz de la ville et du port de Taryuk. Là aussi, les drones ont été détruits. Entre le 10 et le 14 avril, les attaques de drones ont endommagé des lignes à haute tension dans les régions de Belgorod, Bryansk, Zaporijia, Koursk et Kherson, ainsi que dans le kraï de Krasnodar et en République populaire de Lougansk, LNR. Quelles étaient les cibles? Les transformateurs des sous-stations électriques, composants essentiels du complexe énergétique, ont également été touchés. Les lignes électriques près de la station ferroviaire de Vassilievka sur le réseau des chemins de fer du Caucase du Nord et un pipeline de basse pression de Gazprom dans la région de Belgorod. Tout cela a été signalé aux organisations internationales et à la partie américaine, et nous continuerons à le faire. Mais les crimes du régime de Kiev ne se limitent pas aux infrastructures énergétiques. Les nazis ukrainiens poursuivent leur terreur contre les civils russes au quotidien, voire à chaque heure. Cela doit être compris par ceux qui se demandent quand et comment une résolution du conflit pourra être trouvée. Par exemple, largage d'explosifs par drone ukrainien sur une voiture civile à Gorlovka et sur un quartier résidentiel de Selidovo. Le 10 et le 14 avril, 2 civils ont été blessés. Le 13 avril, une femme a été blessée lors de la détonation d'un explosif à Alexandrovka. Ce même jour, une roquette HIMARS a frappé le district de Kiev à Donetsk, endommageant cette infrastructure civile, dont une école, un internat et 2 instituts. Le 14 avril, 5 civils ont été tués lors d'attaques de drones ukrainiens dans la région de Koursk, village de Zabuzevka, Jiri et Zolotarevka. Dans la région de Novgorod, entre le 12 et le 14 avril, un conducteur de poids lourd est mort lors d'une attaque de drones ukrainiens et au moins 5 civils ont été blessés. Le 13 avril, l'armée ukrainienne a tiré avec des lance-roquettes multiples, Vampire, de l'OTAN sur les quartiers résidentiels des villes de Kamenka-Dneprovskaya et Tokmak dans la région de Zaporijia, détruisant 3 maisons privées et endommageant le bâtiment de l'administration de Tokmak. Heureusement, cette fois, il n'y a pas eu de victimes. Mais il s'agissait de frappes délibérées sur des habitations civiles. Dans la nuit du 15 avril, les nazis ukrainiens ont perpétré un attentat cynique par drones équipés d'éléments de frappe contre la ville de Koursk et ses environs. Les frappes ont visé directement des quartiers résidentiels et des infrastructures sociales. Selon les autorités locales, 24 immeubles résidentiels ont été endommagés, dont 3 gravement. Sur 9 blessés, 6 ont été hospitalisés. Une femme âgée est décédée. Une des frappes a été délibérément dirigée contre une station d'ambulance, visant donc ceux qui portent secours aux victimes. 11 véhicules spécialisés ont été endommagés. Ces drones n'étaient pas envoyés au hasard, tout cela était planifié comme un acte de terrorisme contre la population civile. À travers ce discours,
Maria Zakharova rappelle avec force que nous assistons à un moment critique où les masques tombent et où les véritables intentions des grandes puissances se dévoilent. Ces mots sonnent comme un avertissement direct, l'Occident ne peut plus agir sans en assumer les conséquences. Ce que révèle Zakharova, c'est non seulement l'hypocrisie des discours officiels, mais aussi la montée inexorable des tensions qui pourraient redéfinir l'équilibre mondial. Ce discours soulève une question fondamentale: sommes-nous en train d'entrer dans une nouvelle ère où le rapport de force primera sur le dialogue? Et surtout, jusqu'où les États-Unis et leurs alliés sont-ils prêts à aller avant de franchir un point de non-retour? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'analyse de Maria Zakharova, alerte sérieuse ou simple rhétorique diplomatique?